J'aborde ici la question de comment éviter que les délais de traitement pour ton cas particulier ne s'allongent. Ça va souvent à partir des petits éléments qui, mis ensemble, commencent à être quelque chose de gros et commencent à provoquer même parfois de la suspicion auprès de l'agent qui est chargé d'analyser ton dossier. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que lorsque tu fais le choix de faire ta procédure par toi-même, même si tu as confié, il faut faire preuve d'une certaine diligence, d'un certain recul. Donc, la première chose qui vraiment est fondamentale, c'est de te donner du temps pour accorder vraiment, passer en revue chaque élément de la documentation. C'est d'abord de valider les différentes informations alléguées. Tu ne peux pas pouvoir dire que tu as tel nombre d'années d'expérience ici, ne pas être capable de donner tous les éléments qui vont dans ce sens-là. Donc, ça, c'est valable pour, j'ai pris l'exemple de l'expérience professionnelle, ça peut être l'exemple aussi du test de langue, etc. Il faut venir valider que tu as bien rempli l'information qui renseigne, par exemple, sur ton code candidat ou ton numéro d'attestation de test, parce que malheureusement, malgré, même avec le code barre, il y a des tests qui sont finalement avérés frauduleux. Il faut bien renseigner ces informations. Il faut bien renseigner tes différentes notes dans les différentes épreuves de langue. Parce que c'est avec ces notes-là qu'on te donne un pointage. Ça va être un peu difficile ou plutôt rare que tu te trompes sur ta date de naissance, mais là, on doit quand même lancer un coup d'œil. Ça va être difficile que tu te trompes sur le nom, mais souvent, ce qu'on a vu, c'est que les gens ne font pas suffisamment attention. Il y a par exemple un cas de quelqu'un qui me parlait du fait que sur son acte de naissance, ben, sa date de naissance n'était pas tout à fait la vraie date. Si ta date de naissance n'est pas la vraie date et que tu as évolué avec ça comme ça, tu as eu tes diplômes avec ça, tu as fait ton passeport avec ça, tu vas traîner cette erreur-là. Parce que si tu cesses de traîner cette erreur-là, ben, tu auras malheureusement des problèmes. La vérité, ce n'est pas souvent ce qui est factuel, c'est ce qui est juridiquement acceptable. Dès que tu as laissé l'erreur dès la base, le fait d'avoir concédé cette erreur cesse de faire d'elle quelque chose de pas vrai. C'est vraiment la suite. Ton passeport, tes autres documents ou ta date de naissance figurent qui font foi. Et là-dessus, il y a souvent des problèmes avec le cas des femmes parce que parfois des femmes qui sont mariées sur leur passeport, le nom n'est pas exactement ce qui est, par exemple, sur son acte de naissance. Il faut toujours faire attention là-dessus. La plupart du temps, il faut remplir ta documentation en privilégiant les informations qui sont sur le passeport, pas nécessairement sur le diplôme ou sur l'acte de naissance. C'est vraiment ce qui est sur le passeport. Par exemple, sur le passeport, il peut y avoir épouse telle. Le épouse souvent ne s'écrit pas de la même manière. Il faut regarder ça de près. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'assez important. Une autre chose qui peut retarder ton dossier pendant l'étude, tu as eu ton diplôme et par négligence, à cause d'un nom qui est souvent long, il y a un prénom ou un des noms de famille qui n'apparaît pas. Il faut t'assurer qu'en tout temps, avant d'envoyer, anticipe et assure-toi de faire une sorte de certificat de conformité pour t'assurer que c'est la même et unique personne. Il ne faut pas donner l'occasion à l'agent qui, s'il regarde, s'il voit ça, il aura la latitude de te notifier un rejet. Un rejet, ça veut dire qu'on suspecte qu'il y a un document faux, alors que ce n'est pas faux. C'est faux d'un point de vue juridique parce que c'est deux noms différents, mais ce n'est pas faux parce que c'est toi-même. Il s'agit là encore, dans ce cas-là, d'une erreur, d'une négligence de ta part parce que tu n'as pas veillé à ce qu'on modifie. Mais cette erreur-là, du moment où tu as traîné, devient une réalité. Tu dois donc faire en sorte de t'arranger pour que l'université ou l'école ou plutôt un tribunal reconnaisse qu'il y a une conformité avec ça. Ça, c'est des cas qui arrivent donc souvent et qui freinent donc l'évolution d'un dossier. Quelque chose qui est banal, mais qui est vrai, c'est que parfois, tu dois faire des photocopies avant de faire certifier. Assure-toi
que tu es dans la meilleure photocopie. Si tu vas dans un centre de photocopie où c'est de l'encre recyclée, parce que tu veux ce qui est moins cher. Moins cher, c'est combien? Sur le temps que tu vas mettre, sur la possibilité que ça peut t'hypothéquer carrément un dossier de vie de toute une famille, toi et le reste de ta famille. Regarde ces paramètres. Considérons même que ça ne va pas hypothéquer. Mais le temps que tu mets, plus vite tu arrives au Canada, plus vite tu gagnes du dollar. Donc mieux tu te prends en charge, plus vite tu commences à mettre ton plan de réussite en marche. Donc ici, il ne faut pas quantifier le délai sur la base de petits économies que tu vas faire qui vont être à l'échelle même d'une procédure plutôt insignifiante. Donc dis-toi que c'est des détails, mais des détails qui comptent. Rassure-toi de bien choisir. Ne dis pas que je vois bien. Non, les autres vont bien. Va dans un centre de photocopie où les choses se font bien, où c'est assez clair, sans regarder le coût, parce qu'en réalité, la différence n'est pas si significative que ça. Maintenant que tu as fait les bonnes photocopies comme il faut aussi respecter le format. Par exemple, au niveau du Québec, où il y a encore les demandes papier, en attendant que ça change, mais vivement que dans les prochains mois, que ça change. Mais manifestement, le Québec choisit encore d'être en arrière. Mais il y a des avancées. Il y a encore quelques mois et années, le CSQ était délivré par la poste. Désormais, le CSQ, c'est un document PDF qu'on t'envoie et c'est une excellente décision et quelque chose qui est assez intéressant, autant pour eux que pour les différents demandeurs. J'imagine que c'est au regard du nombre important de CSQ qui n'arrivaient pas à leur destinataire. Moi qui te parle, j'ai été une des victimes. J'ai rencontré aussi une compatriote à l'Université de Montréal à l'époque qui avait aussi été une victime de son CSQ égaré ou plutôt non retourné. Du coup, quand c'est pas en ligne et en PDF, ça fait l'affaire de tout le monde. Donc, en attendant que au niveau vraiment de la procédure de demande de CSQ, ça bascule tout en numérique et en ligne. Cette étape-là, il y a souvent des formats qu'on va demander. Est-ce que c'est une simple photocopie? Est-ce que c'est l'original? Lorsqu'on te dit original d'un formulaire, l'original, ça peut se savoir avec ta signature manuscrite. Une signature manuscrite que tu photocopies cesse par exemple d'être un original. T'as pas besoin de certifier. Lorsqu'on te dit simple photocopie, fais une simple photocopie. Lorsqu'on te dit de faire une copie certifiée conforme, fais-la. Et ici, c'est toujours plus intéressant de faire certifier par l'émetteur. C'est quoi l'émetteur? Si tu as un baccalauréat, ben tu vas faire certifier par un démembrement de l'État, comme une sous-préfecture, par exemple. Si tu as un acte de naissance, si jamais on te demande de certifier, on ne demande pas généralement ça au niveau du CSQ, mais si dans une procédure, on te demande de certifier un acte de naissance, l'émetteur ici, c'est la mairie. Si on te demande de certifier une licence, c'est l'université, la faculté. Si on te demande de certifier un BTS, ça va être la sous-préfecture parce que ça, c'est l'État qui s'en occupe. Donc, c'est un démembrement de l'État. Donc, il faut regarder ces éléments-là. Ce sont souvent des éléments qui font en sorte de freiner la procédure parce que souvent, le gars a des exigences de nombre de dossiers par jour. Et quand il y a de telles exigences et que devant ton cas, ça ne va pas, quand ça lui casse la tête, ben, c'est un peu comme toi-même. Quand il y a quelque chose, tu mets d'abord de côté. C'est aussi simple que ça. Voilà comment un dossier peut traîner. Pour terminer, lorsqu'il y a une situation inhabituelle, peut-être que lorsque tu donnes tes informations, il y a des choses qui ne sont pas assez claires, qui ne sont pas concordantes, mais qui a une explication derrière. Ne manque pas, ne paraisse pas, et en paraissant de le faire, ça va te coûter beaucoup. Prends ta plume, essaye de présenter ça avec des mots simples, de la manière la plus simple possible. Évite surtout d'utiliser des formes, des expressions langagières qui vont rendre la chose compliquée et qui vont peut-être plutôt augmenter le soupçon. Alors donc, tout ce qui peut laisser entrevoir des hésitations, des incompréhensions, prends ta plume et essaye donc d'amener ça dans un courrier qui précise tout. Alors, lorsque tout est fait, tu peux vérifier et faire vérifier. Quand tu vérifies et fais vérifier et que tu dois envoyer par la poste, ben, rassure-toi donc que tu le fais par courrier express.
Le courrier express a l'avantage d'être rapide, mais il y a un numéro de suivi. Donc, il n'y a pas moyen que ça s'égare. Si ça s'égare, au moins tu sais à quel niveau c'est et tu peux poursuivre. Mais express, ça c'est vraiment, sauf si on est super malchanceux, poisseux, ça se passe généralement très bien. Mais ce n'est pas seulement pour les demandes papier qu'il faut avoir de la vigilance. Même quand on est en ligne, il faut vraiment, parce que l'écran souvent fatigue et puis tu peux vouloir passer rapidement et te dire non, j'ai déjà regardé. Il faut regarder vraiment chaque élément et idéalement, si vous êtes en couple, faire vérifier aussi. Donc, c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est des choses assez méticuleuses qui demandent de prendre tout son temps. Il vaut mieux prendre tout son temps à ce moment-là. Alors, si tu as aimé la vidéo, like, partage, laisse-nous des commentaires pour nous encourager. Avec beaucoup de plaisir, on va te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulan!